Il existe des instants où tout bascule sans bruit, où une simple image suffit à déplacer les lignes entre le devoir et l'amour, entre la justice et la peur. Dans le bureau de Martin, l'air semble plus dense que d'ordinaire, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle face à ce qui vient d'apparaître sur l'écran. Il ne s'agit pas seulement d'une vidéo de surveillance, ni d'un élément de dossier parmi d'autres, mais d'un fragment de vie intime capturé à l'insu de celle qu'il aime. Sur l'image, Raphaël avance dans le salon de Brice Mussard avec cette détermination tendue qui la caractérise lorsqu'elle est persuadée d'agir pour une cause juste. Elle croit entrer dans un espace qu'elle pense maîtriser, convaincue que la nuit et la discrétion la protègent. Pourtant, chaque mouvement révèle qu'elle évolue déjà dans un piège soigneusement refermé sur elle. L'angle de la caméra, la netteté de la prise de vue, la précision du cadrage indiquent une anticipation méthodique. Rien n'est laissé au hasard. Quelques heures plus tôt, l'échec du dossier verrouillé avait déjà semé le trouble. Ce fichier, que Raphaël était certaine de voir exploser comme une bombe à retardement, ne contenait que des vidéos d'oiseaux planant au-dessus de l'eau, des images paisibles presque ironiques face à la gravité de la situation. Cette substitution n'avait rien d'anodin. Roxane, en analysant les métadonnées et les connexions nocturnes, avait rapidement établi qu'une intervention avait eu lieu entre le moment où le dossier avait été identifié et celui où il avait été consulté. Quelqu'un avait modifié le contenu en pleine nuit, et ce quelqu'un ne pouvait être que Brice. Pour Martin, cette manipulation révélait une chose essentielle. Leur adversaire ne se contentait pas de se défendre, il anticipait chaque mouvement. Lorsque son regard s'est posé sur Raphaël après la découverte du dossier vide, il n'a pas eu besoin de reproches ni de mots sévères. La déception et l'inquiétude contenues dans ses yeux suffisaient à exprimer la gravité de la situation. Elle avait franchi une limite dangereuse, non seulement sur le plan légal, mais aussi sur le terrain stratégique. Elle s'était exposée. L'arrivée de Brice au commissariat ne faisait que confirmer cette dynamique de domination silencieuse. Il s'est présenté sans agitation, demandant à voir le commandant Constant avec une courtoisie presque étudiée. Nordine, qui l'a accueilli en premier, a immédiatement perçu cette sérénité troublante, ce calme propre à ceux qui savent détenir une arme invisible. Le message discret envoyé à Aurore témoignait de la tension qui s'installait progressivement dans les couloirs du commissariat. Lorsque Martin a enfin rejoint Brice, l'échange s'est déroulé dans une atmosphère glaciale, dénuée d'éclat mais saturée de sous-entendus. Brice s'est présenté en victime d'un acharnement injustifié, évoquant des crises d'angoisse depuis son retour chez lui et une fatigue nerveuse qui aurait justifié l'installation de caméras de surveillance dans son propre domicile. Derrière ce discours maîtrisé se cachait une mécanique redoutable. Il n'avait pas besoin de hausser le ton, car il savait que la preuve qu'il détenait parlait pour lui. La vidéo qu'il a montrée à Martin n'était pas simplement un enregistrement. Elle constituait un levier de pression d'une efficacité redoutable. Raphaël y apparaissait clairement en train de s'introduire chez lui, ce qui suffisait à transformer une avocate respectée en justiciable vulnérable. La menace n'était pas formulée avec brutalité, mais elle était limpide, transmise au bâtonnier. Cette vidéo pouvait entraîner une radiation immédiate du barreau. Il ne s'agissait plus d'un simple revers professionnel, mais d'une atteinte profonde à l'identité même de Raphaël. Pour Martin, l'onde de choc a été silencieuse mais intense. Il se trouvait face à un dilemme qui dépassait le cadre strict de l'enquête. Abandonner signifierait trahir son engagement envers la vérité et son équipe, continuer exposerait sa femme à une humiliation publique et à une sanction irréversible. Brice, en stratège, avait précisément choisi ce point de fracture. Il savait que l'homme de loi pouvait résister, mais que le mari serait vulnérable. Après le départ de Brice, Martin est resté seul quelques instants, mesurant l'ampleur de l'impasse. Il comprenait qu'il devrait annoncer officiellement son retrait de l'enquête, donner à son adversaire l'illusion d'une victoire, tout en cherchant une voie parallèle pour ne pas renoncer totalement. Cette décision ne relevait pas d'un renoncement moral, mais d'une nécessité tactique. Il fallait protéger Raphaël sans offrir à Brice la certitude d'avoir neutralisé toute menace. Pendant ce temps, Raphaël confiait à Chloé les événements récents, avec cette lucidité douloureuse qui accompagne la prise de conscience d'une erreur. Elle reconnaissait avoir pris un risque inconsidéré en pénétrant chez Brice, persuadée d'agir pour accélérer l'enquête et soutenir Martin. L'échec du dossier modifié et la sensation d'avoir été manipulée l'atteignaient profondément. Au-delà de sa propre situation, elle craignait les répercussions sur son entourage. Sébastien, son père, magistrat rigoureux et attaché à l'intégrité de la profession, pourrait être blessé par une telle faute. Maude, sa fille, devrait affronter les regards et les murmures si un scandale éclatait. Quant à Martin, elle redoutait d'avoir ajouté un poids supplémentaire à ses responsabilités déjà lourdes.
Cette accumulation de craintes n'entamait pourtant pas sa conviction intime que Brice dissimulait un crime. Elle restait persuadée qu'il avait tué sa femme et que son comportement n'était qu'une façade soigneusement entretenue. Plutôt que de céder à la peur, Raphaël ressentait naître en elle un besoin de confrontation. Elle ne voulait plus se contenter de subir les manœuvres de Brice. Elle envisageait de retourner chez lui, non plus en secret, mais en face à face, pour lui signifier qu'elle ne se laisserait pas intimider. Cette impulsion révélait autant son courage que son tempérament combatif, parfois au détriment de la prudence. En parallèle, Sébastien trouvait refuge au bord de l'eau lors d'une partie de pêche avec Sylvain et Bruno. Loin des tensions judiciaires, il se permettait d'exprimer ses doutes quant à son emménagement chez Marianne. S'il reconnaissait la beauté de reconstruire un quotidien à deux, il craignait que la proximité ne dilue la magie fragile de leur relation. Ses confidences traduisaient une peur plus profonde, celle d'exposer ses fragilités dans un espace partagé. Au commissariat, Martin exposait la situation à Aurore, Georges et Nordine sans chercher à masquer la gravité du chantage. Il expliquait qu'il devait officiellement se retirer, tout en esquissant une stratégie alternative consistant à relancer la piste du homejacking pour détourner l'attention. L'objectif était double, protéger Raphaël et maintenir une pression indirecte sur Brice. Cette approche témoignait d'une volonté de ne pas céder totalement au rapport de force imposé. À mesure que la journée s'achevait, les lignes se redessinaient imperceptiblement. Brice pensait avoir pris l'avantage en enfermant Martin dans un dilemme moral. Pourtant, derrière l'apparente capitulation, une résistance silencieuse s'organisait. Raphaël, malgré la peur et la culpabilité, refusait de se considérer comme vaincu. Martin, malgré l'annonce d'un retrait, préparait déjà la suite. Dans cette configuration tendue, chacun avançait sur un fil fragile, conscient que la moindre erreur pourrait entraîner des conséquences irréversibles. La confrontation directe entre Raphaël et Brice semblait désormais inévitable, et la question n'était plus de savoir si elle aurait lieu, mais quelle fracture elle provoquerait lorsqu'elle éclaterait au grand jour. La décision de Martin de se retirer officiellement de l'enquête ne fut pas annoncée comme une capitulation, mais comme une réorientation stratégique. Pourtant, au fond de lui, il savait que ce geste serait interprété comme une victoire éclatante pour Brice. Il fallait accepter cette illusion, la laisser s'installer, afin de gagner du temps et d'éviter que la menace pesant sur Raphaël ne devienne réalité. Dans le regard d'Aurore, il lut une compréhension silencieuse. Dans celui de Georges, une frustration contenue. Et chez Nordine, une colère presque juvénile face à l'injustice évidente de la situation. Brice, de son côté, quitta le commissariat avec la même sérénité calculée qu'à son arrivée. Il n'avait pas haussé le ton, n'avait pas exigé de garanties écrites, car il savait que le simple poids de la vidéo suffisait. En s'engouffrant dans la lumière de l'extérieur, il se sentait renforcé par ce qu'il considérait comme une preuve de sa supériorité intellectuelle. Il avait anticipé l'intrusion, installé les caméras, modifié le dossier, puis attendu patiemment que ses adversaires se dévoilent. Tout s'était déroulé selon un scénario qu'il avait lui-même orchestré. Pendant ce temps, Raphaël oscillait entre remords et détermination. La culpabilité de s'être laissé piéger la mordait, mais une autre sensation, plus puissante encore, commençait à émerger, la certitude que Brice ne s'arrêterait pas là. S'il avait choisi le chantage plutôt que la confrontation directe, c'est qu'il cherchait à contrôler le récit. Cette idée la révoltait. Elle refusait d'être réduite à un pion dans une stratégie cynique. Lorsqu'elle apprit par Martin l'existence de la vidéo et la menace de radiation, le choc fut brutal, mais elle ne s'effondra pas. Au contraire, son regard se durcit, révélant une fierté presque farouche. L'idée d'être radiée du barreau la blessait profondément, car son métier était devenu un pilier de sa reconstruction personnelle. Après les années marquées par les violences et les doutes, exercer le droit représentait pour elle une affirmation de dignité. Que Brice utilise cette dimension intime pour la déstabiliser renforçait son ressentiment. Martin, en lui exposant les faits, avait choisi la franchise totale. Il ne cherchait ni à la protéger d'une vérité douloureuse, ni à minimiser les risques. Il lui expliqua qu'il devait officiellement abandonner l'enquête afin de la préserver. Cette décision, bien qu'empreinte d'amour, éveilla chez Raphaël un sentiment ambivalent. Elle comprenait la nécessité de la manœuvre, mais elle détestait l'idée d'être la raison d'un recul stratégique. Elle craignait que son imprudence n'ait fragilisé non seulement sa carrière, mais aussi l'autorité de Martin au sein de son équipe. La tension se diffusa progressivement dans les sphères privées des protagonistes. Sébastien, ignorant encore l'ampleur du chantage, poursuivait ses réflexions sur son emménagement chez Marianne. L'idée de recréer un quotidien partagé l'attirait et l'inquiétait à la fois. Il se demandait si la cohabitation ne risquait pas d'éroder la délicatesse de leur relation tardive.
Sa confidence au bord de l'eau, entre deux lancers maladroits de ligne, traduisait une vulnérabilité inhabituelle chez cet homme habitué à la rigueur. Il redoutait moins la routine que la perte d'un équilibre fragile, construit avec prudence. Dans un registre plus quotidien, mais tout aussi révélateur des tensions sous-jacentes, Karim découvrait que Nina passait la journée au stand d'Arthur aux Halles, sans qu'il en ait été informé. Cette omission le blessa davantage qu'il ne voulait l'admettre. Derrière sa réaction, se dissimulait une jalousie diffuse et la peur d'être marginalisé dans la vie de sa fille. Lou avait agi pour résoudre un problème pratique, un dégât des eaux au centre aéré, mais Karim interprétait cette décision comme un éloignement supplémentaire. Émilie tenta de tempérer son irritation en soulignant l'attention dont Arthur faisait preuve envers Nina, mais cette remarque ne fit qu'accentuer le malaise. Karim aurait préféré que Lou s'appuie sur des figures qu'il considérait moins menaçantes, révélant ainsi la fragilité de sa position de père divorcé. Au cœur de l'intrigue principale, Maud exprimait des doutes croissants quant à l'innocence de Brice. En observant son comportement public, elle percevait une exagération dans l'expression de son chagrin, comme une mise en scène trop appuyée pour être authentique. Elle partagea son analyse avec Adam, suggérant que lui et Sophie pouvaient être manipulés par Mussard. Cette lucidité chez la jeune fille contrastait avec l'enthousiasme militant d'Adam et Sophie, toujours occupés à distribuer des flyers pour soutenir la pétition contre Brice. Le clivage entre ces perceptions révélait la capacité de Brice à diviser l'opinion et à exploiter les émotions collectives. Malgré la pression, Raphaël refusa de se retrancher dans la prudence. Elle prit la décision d'affronter Brice chez lui, cette fois sans se cacher. Son geste n'était pas impulsif, mais mûri par une réflexion intense. Elle savait qu'il la filmerait probablement, qu'il chercherait à enregistrer chaque parole, chaque attitude. Pourtant, elle estimait que le face-à-face était nécessaire pour renverser le rapport de force psychologique. Lorsqu'elle se présenta à son domicile, l'atmosphère était chargée d'électricité contenue. Brice l'accueillit avec un calme ironique, la caméra déjà prête à capter la scène. Raphaël, consciente du dispositif, choisit de ne pas se laisser déstabiliser. Elle lui déclara qu'il pouvait diffuser la vidéo s'il le souhaitait, soulignant que son chantage constituait une entrave à la justice. Elle affirma également sa conviction qu'il avait tué sa femme, promettant d'être présente le jour où il commettrait l'erreur qui révélerait la vérité. Cette confrontation, loin d'être une simple provocation, représentait pour elle un acte de résistance. Elle refusait d'endosser le rôle de la victime intimidée. Brice, en filmant la scène, cherchait à conserver l'ascendant, mais l'assurance de Raphaël introduisait une faille dans son sentiment de contrôle absolu. Le duel ne se jouait plus uniquement sur le terrain juridique, mais sur celui de la psychologie et de la volonté. En parallèle, Martin mettait en œuvre sa stratégie alternative. La relance de la piste du homejacking offrait une couverture crédible à son retrait apparent. Officiellement, l'enquête s'éloignait de Brice. Officieusement, l'équipe restait attentive aux moindres faux pas. Cette double dynamique exigeait une coordination discrète et une confiance totale entre les membres du commissariat. À la fin de cette journée marquée par des confrontations ouvertes et des manœuvres silencieuses, chacun mesurait que l'équilibre demeurait précaire. Brice croyait avoir neutralisé son adversaire en frappant au point le plus sensible. Raphaël, loin d'être abattu, transformait la menace en défi. Martin, sous couvert de recul, préparait un terrain plus favorable. Et autour d'eux, famille et proches ressentaient les répercussions indirectes d'un affrontement qui dépassait désormais le cadre d'une simple enquête criminelle. La guerre psychologique était engagée, et si Brice pensait en avoir dicté les règles, il ignorait peut-être que la détermination de ceux qui l'affrontaient pouvait s'avérer plus imprévisible que n'importe quel stratagème prémédité. La confrontation entre Raphaël et Brice ne s'achève pas au moment où elle quitte son domicile. Elle continue de vibrer en elle longtemps après, comme une onde persistante qui refuse de s'éteindre. En regagnant sa voiture, elle sent encore le poids de son regard, cette manière qu'il a de fixer sans cligner des yeux, comme s'il cherchait à disséquer chaque pensée derrière ses pupilles. Elle sait qu'il a filmé leur échange. Elle sait qu'il conserve chaque image comme une pièce supplémentaire dans son arsenal. Pourtant, malgré cette conscience aiguë du danger, elle ne ressent pas la peur qu'il attend d'elle. Ce qui domine en elle, c'est une colère froide, structurée, presque méthodique. Une colère née de l'humiliation, mais aussi de l'injustice profonde qu'elle perçoit dans la situation. Brice ne se contente pas de nier les soupçons qui pèsent sur lui, il manipule les règles, détourne les outils de la loi pour s'ériger en victime persécutée. Il joue avec les codes du droit, et c'est précisément cela qui la heurte. Il s'approprie son terrain. En rentrant chez elle, elle retrouve un silence inhabituel. Les murs semblent absorber ses pas, comme si la maison elle-même était suspendue à ce qui vient de se produire.
Elle se rend compte que cette affaire a déjà infiltré chaque espace de son quotidien. Ce n'est plus une simple enquête menée par son mari, ce n'est plus un dossier parmi d'autres, c'est devenu une menace intime, collée à sa peau. Martin l'attend dans le salon, assis mais tendu, les épaules rigides. Il n'a pas besoin qu'elle raconte en détail la scène chez Brice. Il lit dans son expression l'intensité de l'échange. Il perçoit cette énergie presque combative qui émane d'elle lorsqu'elle a décidé de ne pas reculer. Ce mélange de fierté et d'inquiétude l'envahit à nouveau. Il admire sa force, mais il redoute ses élans. Il lui explique plus précisément la stratégie adoptée avec l'équipe. Le recentrage officiel sur le homejacking, la nécessité de donner à Brice l'impression que la pression se relâche, le besoin d'éviter tout geste interprétable comme une provocation. Cette approche exige de la patience, une retenue qui n'est pas naturelle chez Raphaël lorsqu'elle est convaincue d'avoir raison. Elle écoute, consciente que cette prudence est indispensable, même si elle la frustre. Dans le même temps, l'écho de l'affaire commence à atteindre d'autres sphères. À la faculté, Maud observe les conversations, capte les rumeurs naissantes, perçoit que le nom de Mussard circule avec une intensité nouvelle. Son instinct la pousse à analyser, à décortiquer les réactions autour d'elle. Elle ne croit pas à l'innocence affichée de Brice. Elle trouve son chagrin trop maîtrisé, trop calibré pour correspondre à une douleur authentique. Son regard critique, nourri par les discussions à la maison, la conduit à remettre en question la mobilisation d'Adam et de Sophie. Ces derniers poursuivent la distribution de tracts, convaincus d'agir pour une cause juste. Leur énergie militante s'alimente d'une indignation sincère, mais peut-être naïve. Maud, plus réservée, redoute que cette ferveur ne soit exploitée par celui qu'ils défendent. Elle ressent une distance croissante entre sa perception et celle de ses camarades, une fissure subtile qui annonce des tensions à venir. Du côté de Sébastien, l'emménagement chez Marianne prend une dimension plus concrète. Les cartons s'accumulent, les habitudes doivent se réajuster, et derrière l'apparente banalité des gestes se cache une appréhension diffuse. Il n'a jamais été un homme de cohabitation légère. Son existence s'est longtemps construite autour d'une discipline stricte, d'un espace personnel bien délimité. S'installer chez Marianne signifie accepter d'ouvrir ses frontières. Marianne, de son côté, accueille ce changement avec une sérénité apparente, mais elle n'est pas dupe des hésitations de Sébastien. Elle connaît sa tendance à intellectualiser ses émotions, à transformer ses peurs en raisonnements structurés. Elle perçoit dans ses silences un mélange d'enthousiasme et de crainte, comme si le bonheur tardif qu'ils construisent devait être protégé d'un excès de quotidien. Pendant ce temps, au commissariat, l'équipe s'adapte à la nouvelle ligne officielle. Aurore maintient une vigilance constante, consciente que la moindre incohérence pourrait alerter Brice. Georges approfondit l'analyse des données liées au homejacking, cherchant des connexions qui permettraient de renforcer la crédibilité de cette piste. Nordine, plus impulsif, peine à masquer sa frustration face à l'idée de laisser Mussard respirer. Pourtant, il comprend que la stratégie impose ce détour. Brice, de son côté, savoure le ralentissement apparent de la pression. Il observe, attend, mesure les signaux. Il sait que Martin n'est pas un homme à renoncer facilement. Il se demande si ce retrait est une véritable capitulation ou une feinte. Cette incertitude l'oblige à rester vigilant, même dans sa position de force. Chez Karim, l'agacement lié à la situation de Nina ne s'apaise pas immédiatement. Il réalise que sa réaction est disproportionnée, mais il ne peut s'empêcher de ressentir un effritement de sa place. La coparentalité avec Lou repose sur un équilibre délicat, où chaque décision peut être interprétée comme un geste d'exclusion. Sa sensibilité à ce sujet révèle combien la stabilité familiale demeure fragile, même lorsque les conflits semblent résolus. L'ensemble de ces tensions, qu'elles soient liées à l'enquête, à la famille ou aux relations intimes, crée un climat de fragilité généralisée. Chacun avance avec prudence, comme si le moindre faux pas pouvait déclencher une réaction en chaîne. Raphaël, en particulier, sent que la confrontation avec Brice n'était qu'une étape. Elle ne regrette pas son face-à-face, car il lui a permis d'affirmer sa position, mais elle comprend que le véritable affrontement se jouera ailleurs, peut-être dans un détail qu'il n'aura pas anticipé. Elle refuse d'être paralysée par la menace de radiation. Au contraire, cette épée suspendue au-dessus de sa tête renforce sa détermination à rester irréprochable, à ne plus offrir la moindre prise. La nuit suivante est courte. Les pensées se succèdent, s'entrelacent, reviennent en boucle. Martin et elle échangent peu de mots, mais leur silence n'est pas vide. Il est chargé d'une solidarité implicite, d'une promesse tacite de tenir ensemble. Leur couple, déjà éprouvé par d'autres épreuves, se trouve à nouveau testé par une menace extérieure. À l'aube, lorsque la lumière traverse les rideaux, Raphaël se lève avec une résolution nouvelle.
Elle sait que la prudence est désormais indispensable, mais elle refuse de céder à la peur. Elle comprend que Brice compte sur l'isolement et la culpabilité pour l'affaiblir. Elle choisit donc l'inverse, la clarté, la cohésion, la vigilance partagée. Ainsi, alors que la ville semble reprendre son rythme habituel, une tension invisible continue de circuler entre les différents foyers. Le duel entre Brice et ceux qui le soupçonnent ne se limite plus à une enquête criminelle. Il infiltre les relations, questionne les certitudes, oblige chacun à redéfinir ses priorités. Et dans cette atmosphère chargée d'incertitudes, la moindre erreur pourrait faire basculer l'équilibre précaire qui maintient encore l'illusion d'un contrôle. L'illusion de calme qui s'installe dans les jours suivants n'est qu'une façade soigneusement entretenue. À 7, tout semble reprendre un rythme ordinaire. Les halles bruissent de conversation, les clients déambulent entre les étals, les discussions s'éparpillent comme si aucune menace ne planait au-dessus de la ville. Pourtant, sous cette normalité apparente, quelque chose s'est déplacé. Une tension souterraine circule, invisible mais persistante, reliant les destins de ceux que l'affaire Mussard a touchés de près ou de loin. Martin ressent cette tension dans chaque décision qu'il prend. Officiellement, l'enquête sur Brice n'est plus sa priorité. Il a acté ce retrait avec une rigueur professionnelle irréprochable, exposant à sa hiérarchie les éléments liés au homejacking avec une précision qui ne laisse rien transparaître de ses véritables intentions. Mais à l'intérieur, il ne cesse d'évaluer les scénarios possibles. Il sait que Brice observe, qu'il attend un faux pas, un signe de désobéissance implicite à l'accord tacite imposé par le chantage. Ce qui trouble le plus Martin n'est pas tant la menace juridique que le déséquilibre psychologique. Brice ne cherche pas uniquement à se protéger, il cherche à dominer. Il veut imposer une dynamique où lui décide du tempo, où il distribue les cartes et dicte les réactions. C'est cette mécanique que Martin veut briser, mais il doit le faire sans exposer Raphaël. Raphaël, de son côté, vit dans une vigilance permanente. Chaque appel inconnu, chaque notification sur son téléphone déclenche un réflexe d'anticipation. Elle s'interroge, la vidéo a-t-elle été envoyée? Le bâtonnier a-t-il été contacté? Le silence de Brice est-il stratégique ou provisoire? Cette attente est presque plus éprouvante qu'une attaque directe. Elle comprend que le chantage fonctionne aussi par la suspension, par l'incertitude entretenue. Pourtant, elle refuse de s'enfermer dans la posture de la victime potentielle. Elle reprend ses dossiers, se plonge dans son travail avec une concentration accrue. Chaque argument, chaque plaidoirie devient une manière de se rappeler qu'elle appartient pleinement à ce monde juridique que Brice menace de lui retirer. Elle veut rester irréprochable, non par peur, mais par principe. À la faculté, Maud observe les réactions autour d'elle avec une acuité nouvelle. Elle perçoit que l'opinion publique se polarise lentement. Certains étudiants voient en Brice un homme injustement accablé par les soupçons, un veuf traqué par les médias et la police. D'autres expriment des réserves plus nuancées. Maud ne participe pas au débat avec virulence, elle analyse. Elle repense aux conversations à la maison, à la manière dont sa mère évoque Mussard, à la conviction presque viscérale qui l'habite. Elle commence à comprendre que la vérité ne se résume pas aux apparences. Adam et Sophie poursuivent leur mobilisation avec une énergie intacte. Les tracts circulent, les signatures s'accumulent. Leur engagement repose sur une indignation sincère face à ce qu'ils perçoivent comme une injustice. Maud, en les observant, ressent un mélange d'admiration et d'inquiétude. Elle redoute que leur bonne foi ne soit instrumentalisée, que leur ferveur ne serve un récit fabriqué. Cette divergence crée une distance subtile entre eux, un décalage qui dépasse la simple opinion. Chez Sébastien et Marianne, la cohabitation débute sous le signe d'une prudence presque cérémonielle. Chaque objet déplacé, chaque habitude ajustée devient un terrain d'observation mutuelle. Sébastien découvre le rythme de Marianne, sa manière d'occuper l'espace, ses silences. Il réalise que partager un toit ne signifie pas seulement additionner deux vies, mais accepter leurs frictions invisibles. Marianne, de son côté, perçoit ses hésitations et choisit de ne pas les confronter frontalement. Elle sait que certaines craintes doivent s'apprivoiser avec le temps. Cette dynamique intime contraste avec la brutalité latente du conflit autour de Brice. Là où Sébastien et Marianne cherchent un équilibre par le dialogue implicite, Brice impose le rapport de force par la menace. Deux manières opposées d'habiter le pouvoir et la relation. Au commissariat, la relance de la piste du homejacking produit des effets inattendus. De nouveaux éléments émergent, des incohérences apparaissent, donnant à l'enquête une consistance qui dépasse la simple diversion. Martin exploite cette évolution avec intelligence. Il sait que chaque détail crédibilise son retrait apparent et éloigne les soupçons d'une stratégie cachée. Aurore, fidèle à son instinct, reste attentive aux signaux faibles, à ces micro-indices qui pourraient trahir un excès de confiance chez Brice. Brice, justement,
commence à ressentir une forme d'agacement diffus. Le calme qu'il espérait s'installer durablement ne lui procure pas la satisfaction totale qu'il anticipait. Il observe que l'attention médiatique ne disparaît pas complètement, que certaines questions persistent dans l'espace public. Il comprend que la pression n'a pas été annihilée, seulement déplacée. Cette ambiguïté le pousse à redoubler de prudence. Dans son intimité, il revoit les images de la confrontation avec Raphaël. Il analyse ses gestes, son ton, sa posture. Il y décèle une détermination qui ne correspond pas à la peur qu'il voulait susciter. Cette résistance l'intrigue autant qu'elle l'irrite. Il avait imaginé la fragiliser, l'isoler. Or, elle semble au contraire se renforcer. Chez Karim, les tensions liées à Nina s'apaisent progressivement, mais la question de sa place reste sensible. Il discute avec Lou, tente de clarifier les malentendus. Il comprend que son irritation n'était pas seulement liée à Arthur, mais à sa propre insécurité. Cette prise de conscience le pousse à adopter une posture plus apaisée. La stabilité familiale devient pour lui un rempart contre les turbulences professionnelles. Raphaël, en parallèle, choisit de parler à Sébastien. Elle ne détaille pas le chantage, mais elle évoque la pression, le sentiment d'être observé. Son père perçoit immédiatement la gravité de la situation. Magistrat aguerri, il connaît les mécanismes du pouvoir et de la manipulation. Il lui rappelle l'importance de la prudence, mais aussi celle de la constance. Il lui conseille de ne pas se laisser entraîner sur le terrain émotionnel que Brice cherche à imposer. Cette conversation agit comme un ancrage pour Raphaël. Elle comprend que sa force ne réside pas dans l'affrontement frontal, mais dans la maîtrise. Elle décide alors de surveiller davantage ses propres réactions, de ne plus offrir à Brice le spectacle d'une émotion exploitable. À mesure que les jours passent, l'équilibre demeure fragile mais dynamique. Chacun ajuste sa position, affine sa stratégie. Le duel ne se joue plus dans l'éclat d'une confrontation immédiate, mais dans la durée, dans l'endurance psychologique. Martin observe Raphaël avec une attention renouvelée. Il perçoit chez elle une maturité nouvelle, une manière plus posée d'habiter la menace. Il sait pourtant que le danger n'a pas disparu. Il sait que Brice peut décider à tout moment de déclencher l'offensive. Dans cette attente, le couple se resserre. Les silences ne sont plus des zones de tension, mais des espaces de solidarité. Ils ne se promettent pas explicitement de vaincre, mais ils partagent la conviction que céder n'est pas une option. La ville continue de vivre, les familles poursuivent leurs ajustements, les relations évoluent. Pourtant, au cœur de cette normalité apparente, la confrontation entre Brice et ceux qui le soupçonnent se densifie. Elle gagne en complexité, en subtilité. Elle n'est plus seulement une affaire criminelle, mais un combat pour le contrôle du récit, pour la définition même de la vérité. Et dans cette guerre silencieuse, chacun sait qu'un détail suffira à faire basculer l'équilibre. Plus les jours avancent, plus le silence de Brice devient une stratégie en soi. Il ne relance pas la menace, n'évoque plus la vidéo, ne cherche pas à provoquer directement Martin ou Raphaël. Cette absence de mouvement apparent n'est pas un relâchement, c'est une mise en tension prolongée. Il laisse le doute s'installer, comme une ombre qui ne disparaît jamais complètement mais dont on ne sait plus exactement d'où elle provient. Raphaël comprend progressivement que cette attente est calculée. Si la vidéo n'a pas encore été envoyée au bâtonnier, ce n'est pas par clémence. C'est parce que Brice sait que la menace suspendue est plus efficace qu'une attaque immédiate. Elle agit comme une pression diffuse, un rappel constant que l'équilibre peut être brisé à tout instant. Cette conscience aiguë transforme la manière dont elle occupe l'espace, dont elle parle, dont elle respire presque. Au cabinet, elle redouble d'exigence envers elle-même. Chaque dossier est relu avec une attention méticuleuse, chaque argument pesé avec une précision presque obsessionnelle. Elle refuse que la moindre approximation puisse être exploitée contre elle. Cette rigueur n'est pas dictée par la peur de l'erreur, mais par la volonté de se tenir droite face à l'injustice. Elle ne veut pas que l'éventuelle radiation puisse être associée à une faute réelle. Si chute il devait y avoir, elle ne viendrait pas d'une faille professionnelle. Martin, de son côté, poursuit la mise en œuvre de la stratégie parallèle. L'enquête sur le homejacking progresse avec une cohérence croissante, ce qui renforce la crédibilité du déplacement d'attention. Les éléments recueillis alimentent des hypothèses solides, suffisamment consistantes pour occuper le terrain médiatique et judiciaire. Cette évolution inattendue donne à Martin un avantage subtil. Brice ne peut plus être certain que le retrait était uniquement une feinte. Pourtant, cette dualité permanente pèse. Martin doit compartimenter, séparer le commandant du mari. Lorsqu'il se trouve au commissariat, il adopte une posture strictement professionnelle, évitant tout geste interprétable comme un lien direct avec Raphaël sur le dossier Mussard. Mais dès qu'il franchit la porte de leur maison, la tension revient, plus intime, plus fragile. Il observe les micro-réactions de sa femme, les silences plus longs,
les regards qui s'attardent sur son téléphone. La confrontation chez Brice continue de produire des effets différés. Ce face-à-face, loin d'apaiser les choses, a modifié la dynamique psychologique. Raphaël ne regrette pas d'y être allé, mais elle mesure désormais la complexité du rapport de force. Elle a vu dans les yeux de Brice quelque chose qui dépasse la simple assurance. Une conviction froide, presque inébranlable, qui suggère qu'il se sent intouchable. Cette impression nourrit sa certitude qu'il cache quelque chose de grave. Elle repense à la manière dont il a évoqué les crises d'angoisse, à la mise en scène de la fatigue, à l'argumentaire soigneusement construit. Tout semble trop maîtrisé. Elle en parle à Chloé, non pour chercher une validation, mais pour confronter son intuition à un regard extérieur. Chloé, fidèle à son tempérament lucide, l'encourage à distinguer l'intime de l'objectif, à ne pas laisser la colère altérer son analyse. À la faculté, la tension autour de la pétition atteint un nouveau palier. Les discussions deviennent plus polarisées, les arguments plus tranchés. Maud ressent la pression d'un environnement où il devient difficile d'exprimer un doute sans être immédiatement catalogué. Elle choisit alors une posture plus discrète, préférant observer plutôt que débattre frontalement. Cette réserve ne signifie pas indifférence, mais prudence. Adam et Sophie, galvanisés par l'ampleur des signatures récoltées, envisagent d'élargir leur mobilisation. Leur conviction repose sur l'idée que la justice doit protéger les innocents contre les emballements collectifs. Maud, en les écoutant, perçoit le décalage entre leur vision et celle qu'elle construit à partir des échanges familiaux. Cette divergence crée une distance émotionnelle qu'elle peine à formuler. Chez Sébastien et Marianne, la cohabitation révèle ses premières frictions. Rien de spectaculaire, rien de dramatique, mais des ajustements nécessaires. Les habitudes de chacun se confrontent à celles de l'autre, et derrière les gestes anodins se cachent des négociations implicites. Sébastien prend conscience que sa peur de voir la magie s'éroder n'était pas infondée, mais il comprend aussi que cette magie ne disparaît pas, elle se transforme. Elle devient moins flamboyante, mais plus stable. Cette évolution intime contraste avec l'instabilité qui entoure l'affaire Mussard. Là où le couple mûrit dans la lenteur, le conflit principal se nourrit d'incertitude et de tension. Brice, observant l'absence de réaction directe après la confrontation, commence à s'interroger. Il avait anticipé un effondrement, une panique, peut-être même une tentative de négociation. Or, il constate une retenue inhabituelle. Martin ne cherche pas à reprendre le contrôle de manière visible. Raphaël ne manifeste aucun signe public de fragilité. Cette résistance silencieuse l'oblige à recalculer. Il se retrouve face à une équation plus complexe que prévu. Maintenir la menace sans l'exécuter trop tôt, conserver l'avantage sans révéler ses propres vulnérabilités. Car derrière son assurance, il sait qu'une erreur de sa part pourrait renverser la situation. La moindre incohérence dans son récit, la moindre contradiction exploitable, suffirait à fissurer la façade. Karim, quant à lui, retrouve un certain apaisement dans la clarification avec Lou. Il comprend que son agacement était le symptôme d'un besoin plus profond de reconnaissance. En acceptant cette fragilité, il stabilise sa relation avec Nina, évitant que les tensions extérieures ne contaminent son rôle de père. Au cœur de cette constellation de tensions, Raphaël ressent une transformation intérieure. La peur initiale s'est muée en vigilance, la colère en détermination structurée. Elle sait que la bataille ne sera pas frontale, qu'elle se jouera dans les détails, dans la capacité à attendre le moment opportun. Martin partage cette intuition. Il comprend que la clé réside dans la patience. Brice croit contrôler le tempo, mais il sous-estime peut-être l'endurance de ceux qui l'affrontent. Le couple avance désormais avec une coordination implicite, chacun mesurant ses gestes pour ne pas fragiliser l'autre. La ville continue d'ignorer la profondeur du conflit qui se trame en coulisses. Les halles vibrent, les conversations se succèdent, les familles s'adaptent à leurs propres défis. Mais au centre de cet équilibre précaire, l'affrontement psychologique entre Brice et ceux qui le soupçonnent gagne en densité. Il ne s'agit plus seulement de prouver un crime, mais de résister à une domination subtile. Et dans cette lutte silencieuse, chaque journée sans explosion apparente constitue à la fois un soulagement et un avertissement. L'orage n'a pas éclaté, mais il n'a pas disparu. À mesure que le silence stratégique de Brice s'installe, il cesse d'être simplement une absence d'action pour devenir une pression constante, presque organique. Ce n'est plus la menace explicite de la vidéo qui pèse sur Raphaël, mais la possibilité permanente qu'elle soit utilisée. Cette suspension transforme le temps en allié ambigu de son adversaire. Chaque jour sans attaque frontale est à la fois un répit et un rappel que l'équilibre repose sur une décision qu'elle ne contrôle pas. Raphaël commence à comprendre que la véritable violence du chantage ne réside pas dans l'acte lui-même, mais dans l'attente. L'incertitude ronge plus sûrement que l'impact.
Elle ressent parfois une fatigue nerveuse qui ne vient pas d'un excès de travail, mais de cette vigilance continue. Pourtant, elle refuse que cette tension altère son comportement extérieur. Elle choisit une posture maîtrisée, presque sereine, comme si elle refusait de donner corps à la peur. Au cabinet, cette détermination se traduit par une précision accrue dans ses dossiers. Elle anticipe les objections, prépare ses audiences avec une minutie nouvelle. Certains collègues remarquent son exigence renforcée sans en percevoir la cause. Elle ne cherche pas à se justifier, ni à expliquer. Elle veut que sa légitimité repose sur des faits, pas sur des émotions. Martin, lui, observe les effets de cette pression avec une attention inquiète. Il connaît Raphaël suffisamment pour savoir que lorsqu'elle se raidit ainsi, c'est qu'elle mobilise toutes ses ressources internes. Il admire cette force, mais il redoute qu'elle ne s'épuise à tenir. Dans son rôle de commandant, il continue à orchestrer la piste du homejacking avec rigueur. Les éléments récoltés dessinent une trame crédible, suffisamment solide pour justifier l'attention portée à cette affaire. Officiellement, tout converge vers ce nouveau centre d'intérêt. Mais dans l'ombre, Martin reste attentif aux moindres faux pas de Brice. Il analyse ses déplacements, ses prises de parole publiques, ses interactions. Il ne cherche pas la preuve spectaculaire, mais la fissure. Il sait que les individus persuadés de leur invincibilité finissent par relâcher la tension à un moment ou un autre. La clé réside dans la patience. À la faculté, la dynamique autour de la pétition évolue. L'enthousiasme initial d'Adam et Sophie se heurte à des questionnements plus nuancés. Certains étudiants commencent à s'interroger sur les zones d'ombre de l'affaire. Maud, sans adopter une position militante, perçoit que le consensus se fragilise. Elle comprend que la vérité ne se construit pas uniquement sur l'émotion collective, mais sur la capacité à douter. Cette prise de conscience l'isole légèrement d'Adam, dont la conviction reste intacte. Elle ne cherche pas à le contredire frontalement, mais son silence devient une forme de distance. Elle se rend compte que grandir, c'est parfois accepter que les certitudes de ses proches ne coïncident plus avec les siennes. Chez Sébastien et Marianne, la cohabitation commence à trouver son rythme. Les premiers ajustements laissent place à une forme d'équilibre plus fluide. Sébastien comprend que la magie qu'il craignait de perdre ne disparaît pas, elle s'inscrit différemment dans le quotidien. Elle n'est plus dans l'exceptionnel, mais dans la constance. Cette évolution le rassure. Il mesure que le bonheur tardif ne se nourrit pas d'éclat, mais de stabilité. Cette stabilité contraste avec la fragilité persistante autour de l'affaire Mussard. Brice, malgré son assurance initiale, commence à ressentir une légère tension. L'absence de réaction dramatique de ses adversaires ne correspond pas au scénario qu'il avait anticipé. Il s'attendait à voir la peur s'installer, à percevoir des signes d'effondrement. Or, il observe une retenue qui l'oblige à rester sur ses gardes. Il revoit parfois les images de la confrontation avec Raphaël. Il analyse son regard, sa posture, son absence de tremblement. Il y détecte une conviction qui ne fléchit pas. Cette résistance ébranle légèrement sa certitude d'avoir neutralisé la menace. Il comprend que le chantage fonctionne tant qu'il reste crédible. S'il est perçu comme une arme qu'il n'ose pas utiliser, il perd de sa puissance. Karim, quant à lui, consolide son équilibre familial. Après la discussion avec Lou, il adopte une posture plus confiante dans son rôle de père. Cette stabilité retrouvée agit comme un contrepoids aux tensions professionnelles. Il observe l'évolution de l'affaire Mussard avec un regard plus stratégique que passionnel, conscient que la précipitation serait contre-productive. Raphaël, au fil des jours, ressent une transformation plus profonde. La peur initiale s'est muée en vigilance, puis en lucidité. Elle comprend que son erreur n'était pas d'avoir cherché la vérité, mais d'avoir agi seule. Désormais, elle privilégie la concertation. Elle échange davantage avec Martin, partage ses intuitions, accepte les conseils de prudence. Cette évolution renforce leur cohésion. Leur couple, mis à l'épreuve par le chantage, gagne en solidité. Les silences ne sont plus lourds, mais complices. Ils n'ont pas besoin de formuler chaque inquiétude pour la partager. Cette solidarité implicite devient leur force principale face à Brice. Au commissariat, Aurore remarque également cette endurance collective. Elle sait que la bataille ne se gagnera pas par un coup d'éclat, mais par la constance. Elle encourage l'équipe à rester concentrée, à ne pas se laisser distraire par l'apparente accalmie. La ville, de son côté, poursuit son rythme, inconsciente de la profondeur des tensions qui la traversent. Les halles vibrent, les conversations se renouvellent, les relations se transforment. Mais sous cette surface, le duel psychologique entre Brice et ceux qui le soupçonnent atteint un degré de subtilité nouveau. Il ne s'agit plus d'un affrontement visible, mais d'un équilibre fragile où chaque camp attend l'erreur de l'autre. Brice croit encore maîtriser le tempo, mais il ignore que la détermination silencieuse de ses adversaires peut s'avérer plus résistante que la menace qu'il brandit.
Et dans cette attente prolongée, un constat s'impose lentement. Le premier qui cédera ne sera pas nécessairement celui qu'on croit. L'attente finit toujours par transformer ceux qui la subissent. Elle polit les angles, elle affine les instincts, elle révèle les lignes de fracture invisibles. Dans l'affaire qui oppose désormais Brice à ceux qui le soupçonnent, cette attente n'est plus un simple intervalle entre deux affrontements. Elle est devenue le terrain même du combat. Raphaël ressent cette mutation en elle avec une lucidité nouvelle. Elle n'est plus dans la réaction, ni même dans la confrontation. Elle est dans l'observation. Elle scrute les silences de Brice comme on analyse une plaidoirie adverse, cherchant la faille dans l'argumentation, l'incohérence dans la posture. Elle comprend désormais que son adversaire a besoin de contrôler le récit, de se poser en homme traqué pour justifier ses propres manœuvres. Cette prise de conscience la pousse à adopter une stratégie inverse, ne rien offrir d'exploitable. Elle modère ses déplacements, évite toute initiative isolée, refuse de céder à l'impulsion. Là où elle aurait autrefois agi frontalement, elle choisit désormais la retenue. Cette transformation n'est pas un renoncement, elle est une maturation. Elle sait que la vérité, si elle existe, ne surgira pas d'un geste spectaculaire, mais d'une accumulation patiente d'éléments. Martin, en parallèle, consolide le dispositif mis en place autour du homejacking. L'enquête progresse, et chaque nouvelle piste renforce la crédibilité du déplacement officiel. Cette dynamique inattendue crée une pression indirecte sur Brice. Il ne peut plus être certain que le retrait était uniquement une concession. Le terrain a changé, et cette incertitude agit comme un grain de sable dans la mécanique qu'il pensait parfaitement huilée. Au commissariat, l'équipe fonctionne avec une cohésion renforcée par l'épreuve. Aurore perçoit que la solidité collective est leur meilleure défense. Georges approfondit les analyses avec une rigueur presque obstinée. Nordine, bien que toujours animée par son impulsivité naturelle, apprend à canaliser son énergie. Cette évolution témoigne d'une maturité qui dépasse l'affaire en cours. Dans la sphère familiale, les équilibres continuent de se redéfinir. Sébastien et Marianne trouvent peu à peu un rythme commun. Les hésitations initiales laissent place à une complicité plus ancrée. Sébastien comprend que le partage ne dilue pas la magie, il l'inscrit dans la durée. Cette stabilité agit comme un contraste apaisant face aux tensions plus larges qui traversent leur entourage. Maud, quant à elle, observe avec un regard plus adulte les débats qui agitent la faculté. Elle réalise que la vérité ne se décrète pas par pétition, qu'elle exige une confrontation avec les faits. Son regard sur Adam évolue également. Elle perçoit chez lui une sincérité qui n'est pas incompatible avec l'erreur. Cette nuance marque un passage vers une maturité émotionnelle nouvelle. Karim, stabilisé dans son rôle de père, retrouve une clarté d'analyse qui lui permet de prendre du recul. Il comprend que la précipitation serait le pire des choix. Son expérience lui a appris que les dossiers les plus complexes se résolvent rarement par l'affrontement direct. Cette sagesse nourrit indirectement la stratégie globale. Brice, pourtant, n'est pas immobile. Il observe, calcule, réévalue. L'absence de panique visible chez ses adversaires l'intrigue. Il avait anticipé un effondrement, une fragilisation progressive. Or, il perçoit une résistance silencieuse. Cette endurance le contraint à envisager la possibilité qu'il ait sous-estimé la solidité du couple formé par Martin et Raphaël. Il repense à la confrontation, à cette phrase prononcée sans trembler, à cette promesse implicite qu'elle serait présente le jour où il commettrait une erreur. Cette assurance le poursuit plus qu'il ne l'admet. Il comprend que la véritable menace ne vient pas d'un geste impulsif, mais de cette patience déterminée. Dans l'intimité du couple, Martin et Raphaël franchissent une étape décisive. Ils ne parlent plus seulement de stratégie, mais de confiance. Ils reconnaissent que cette épreuve a mis en lumière leurs fragilités respectives, mais aussi leur capacité à s'ajuster. La menace extérieure, loin de les isoler, les a rapprochés. Ils ont appris à partager la charge plutôt qu'à la porter seuls. Cette évolution transforme la nature du conflit. Brice ne fait plus face à des individus isolés, mais à un front uni. Et cette unité est précisément ce que le chantage cherchait à briser. La ville continue de vivre, indifférente aux calculs et aux doutes qui s'entrelacent en coulisses. Pourtant, dans cet équilibre fragile, une certitude s'impose progressivement, le rapport de force a changé. Il n'est plus question de savoir si la vidéo sera diffusée, mais de comprendre si son utilisation servirait encore réellement les intérêts de celui qui la détient. La menace, pour rester efficace, doit inspirer la peur. Or, la peur s'est transformée en vigilance. La culpabilité s'est muée en lucidité. La réaction impulsive a laissé place à la stratégie. Dans cette nouvelle configuration, l'erreur peut venir de celui qui se croit en position dominante. Brice le pressent peut-être sans vouloir se l'avouer. Car plus il retarde l'usage de son arme, plus il admet implicitement qu'elle ne lui garantit pas la victoire.
Ainsi se referme ce chapitre marqué par la tension, non sur un éclat, mais sur un basculement silencieux. Le chantage n'a pas détruit, il a révélé. Il a mis à nu les fragilités, mais aussi les forces. Il a exposé les lignes de fracture, mais également les points d'ancrage. Et désormais, dans cette guerre psychologique où chaque camp attend le faux pas de l'autre, une vérité s'impose. Le premier à perdre le contrôle ne sera pas forcément celui que l'on désignait comme le plus vulnérable.